William, vous avez à peu près une demi-heure pour... Bonjour à toutes et tous. Juste pour que je sache à qui je m'adresse, combien est à peu près vétérinaire dans la salle? Qui va bientôt exercer. Ok, donc essentiellement des vétérinaires. Donc, chers confrères et chères consoeurs, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Le titre de ma présentation, c'est la soutenabilité des cliniques vétérinaires, faire mieux avec moins. Et alors, est-ce que quelqu'une ou quelqu'un aurait une définition de la soutenabilité à proposer? Juste comme ça, pour essayer, juste pour... Possibilité de faire dans la durée, j'entends. Allez-y. Ok. Donc, il y a une définition qui a été proposée par l'OMS. La soutenabilité, c'est de prendre soin du présent sans sacrifier le futur. Donc, on va parler de ça pour la clinique vétérinaire. Donc, la question c'est, on voit bien que notre pratique est impactante, et comment changer les pratiques d'aujourd'hui, qui sont a priori assez impactantes, pour les rendre soutenables. Vous n'êtes pas sans savoir, et ça a été répété plusieurs fois, qu'on est dans une triple crise, avec le dépassement des limites planétaires, dont le climat est seulement la plus visible et la plus simple à prendre en compte. La pollution n'est juste pas mesurable, et la crise de la biodiversité est juste ineffable, avec plus de 80% de pertes en 100 ans. Donc effectivement, on a déjà parlé de la stratégie nationale bas carbone, qui est ambitieuse, qui vise aux diminutions de 40% d'ici 2030, alors je n'ai pas exactement le même chiffre, peut-être maintenant, et à arriver à net zéro en 2050. Or, bien que soit inscrit dans l'article 242 du Code de déontologie que le vétérinaire prend en compte l'environnement dans sa pratique, alors aujourd'hui, heureusement, l'ordre ne poursuit pas, parce que je ne sais ni comment faire, ni comment le mesurer. Et effectivement, comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite, si on compte les émissions importées, aujourd'hui, la France n'a absolument pas diminué ses émissions de CO2. Donc là, pareil, on va beaucoup parler de CO2 parce que c'est facile, on a les chiffres, mais tout ce que je vais dire pour le climat s'applique à la biodiversité et aux polluants chimiques. Donc comment on fait pour transitionner? Donc on a plusieurs canevas. Un canevas que j'aime bien, ce qu'on appelle les 5 R. Il s'agit de refuser les produits et les services trop impactants, de réduire ou de limiter l'usage unique, les emballages, les déchets et les polluants. Tout ceci, et on revient exactement comme pour l'élevage, pour favoriser la circularité et les pratiques régénératives. Donc, pour le dire en termes corporate, il s'agit de mitiger, réduire, de compenser ce qu'on ne peut pas réduire. Et ça, vous voyez que pour l'instant, on est sur une courbe à 4 degrés. On aimerait bien rester sur une courbe à 1,5 degré, qui est plus soutenable, et de s'adapter si on ne peut ni réduire ni compenser. Le problème, c'est que sur une courbe à 4 degrés, quand vous vivez dans une zone sous-tropicale, vous ne pouvez pas vous adapter à 4 degrés. Donc ça, c'est un problème dont on va parler après. Donc, la question, c'est comment on fait? Est-ce qu'il faudrait faire des petits pas? Des petits pas pour inclure tout le monde, même s'ils ne sont pas très efficaces, ou des grands pas, tout de suite, très efficaces, très impactants, mais difficiles? Est-ce qu'il faut commencer par ce qui est facile, comme le recyclage? Le recyclage est facile, mais ça émet beaucoup de CO2, parce que le traitement est très impactant. Ou ce qui est au contraire aller sur ces difficiles, mais du coup, peu de gens le font. Est-ce qu'il faut demander à des champions de prendre le leadership, mais comme il y en a très très peu, bah pareil, ça va être très peu impactant? Ou est-ce qu'il faut légiférer collectivement pour qu'on y aille tous ensemble? Mais vous imaginez bien que le temps de légiférer, tic-toc, l'horloge tourne. Est-ce qu'il faut aller vers des solutions simples, des recettes? Allez, on donne des recettes et tout le monde les applique. Mais du coup, c'est inapplicable, parce qu'il n'y a pas un système adaptable à tous. Ou encore, il faut expliquer la complexité. Mais là, au contraire, on va perdre tout le monde, toutes les masses. Personne ne va comprendre et ça va être réservé à des élites. Ou sinon, on peut dire, c'est la faute des laboratoires. C'est à eux de faire, parce que c'est eux les producteurs. Ah non, d'autres vont dire, ah non, c'est la faute des cliniques. C'est nous qui offrons le service. C'est nous qui devons commencer. Nous sommes responsables. Ou d'autres vont encore dire, non, c'est au consommateur final, c'est au propriétaire de décider quel type de médecine il veut.
Et ça, c'est ce qu'on appelle le triangle de l'inaction. Avec ça, on va nulle part. Donc, pour savoir où aller, regardons déjà où nous sommes. Donc la situation actuelle, et je ne vais pas revenir sur l'élevage qui a été brillamment décrit, regardons en médecine. En médecine vétérinaire, on a 0 données, ou quasiment rien. Là, ce qu'on sait à peu près, c'est qu'un achat de 1000 € de médicaments, ça produit environ 500 kg de CO2. C'est à peu près un facteur d'émission comme ça, donc ça peut vous prendre en compte. Mais ça, c'est pour la médecine humaine. Le Shift Project a abondamment décrit la médecine humaine et un plan de transition. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans la courbe de gauche? C'est-à-dire que le secteur de la santé produit environ 46 millions de tonnes par an, qui n'a pas réduit depuis 3 ans, et que 50% des émissions, c'est les médicaments ou le matériel médical. Donc ça veut dire que pour nous, spécifiquement, il ne faut pas juste chercher les transports ou les chaudières, il faut changer pas mal du système. C'est-à-dire que les gestes individuels tels qu'ils sont décrits chaque jour, ça ne nous correspond pas tellement. Ce qu'il faut, c'est vraiment changer notre manière de pratiquer la santé. Et pour ça, encore le Shift Project, ils nous décrivent comment faire pour passer de nos 48 millions de tonnes à environ 8-9 sur environ 30 ans. C'est-à-dire on diminue les médicaments, on massifie les structures, on diminue l'usage unique, on diminue les transports. Donc, une présentation de ça que j'aime bien, parce que les chiffres, c'est un peu fatigant. J'imagine qu'il est 7h30, vous êtes un peu fatigué. Donc, l'Agence de la transition, l'ADEME, a proposé 4 scénarios. 4 scénarios qu'on peut appliquer à soi et qu'on peut aussi appliquer à l'élevage. Donc, le scénario 1 qui propose, pour donner une narration à cette transition, c'est le scénario frugal. C'est-à-dire le scénario de la sobriété. Hop, c'est fini l'ivresse, sobre. Ce qui correspond à une réduction drastique de l'élevage, low-tech, sobriété maximale. Et on légifère là-dessus. Donc ça, c'est le scénario 1 de l'ADEME. Le deuxième scénario qui est aussi intéressant, c'est un scénario de coopération territoriale. C'est-à-dire qu'on fonctionne en biorégion, on ne fait plus d'élevage qui exporte, mais on fait des circuits courts, de l'élevage extensif, qui nourrit la population et qui favorise la circularité. Dans le troisième scénario, ça s'applique aussi à nous, on compte sur les technologies vertes. On va réussir à faire un découplage entre la production et les émissions. Et ce qui correspond aux technologies vertes qui vont permettre de faire un élevage intensif mais faiblement émetteur. Donc on compte là-dessus. Pour l'instant, on ne sait pas trop le faire. Ça pourrait le faire, on ne pourrait pas le faire. Tout comme les scénarios 1, 2 et 3, ce ne sont que des scénarios, des idées pour réussir à transitionner. À vous de décider sur quel scénario vous vous basez. Parce qu'en fait, ce scénario, il est là pour vous inspirer. Le scénario 4, c'est le scénario business as usual, et peut-être on va trouver une technologie miracle pour récupérer toutes les émissions qu'on fait. Alors, pour le secteur agricole... Non mais William, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est beaucoup trop compliqué, tu vas les perdre. C'est vrai? Je vous ai perdu là? Oui, vous êtes perdu ou pas? Là, ce que tu es en train de faire, c'est un cours magistral. Un cours magistral, les gens, ils retiennent 5% de ce que tu dis. Alors, quand ils lisent, ils retiennent 10%, c'est un petit peu mieux. Mais quand tu les fais participer et quand c'est eux qui trouvent les données, ils retiennent quand même 75%. Tu veux dire qu'il faut arrêter de culpabiliser les gens et au contraire les impuissantiser, c'est ça? Ouais, il faut leur donner envie d'agir. Regarde, c'est ce qu'ils ont fait pour la fresque du climat. La fresque du climat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait un atelier qui s'appuie sur le rapport scientifique du GIEC, donc qui va établir les causes-conséquences du réchauffement climatique et potentiellement exposer les solutions derrière, mais qui est lu que par des gens qui sont déjà avertis, des scientifiques ou des gens qui s'y intéressent. Donc l'objectif, c'était de vulgariser un petit peu ces connaissances en créant un jeu avec des cartes, donc qui sont mises en place les unes à la suite des autres par des groupes de travail qui vont réfléchir ensemble aux causes-conséquences du réchauffement climatique. Donc le but, c'est d'acquérir les connaissances pour pouvoir avoir une réflexion et prendre des décisions qui sont éclairées et conscientes. Donc il faut comprendre le changement climatique pour déclencher la prise de conscience des gens et leur donner l'envie d'agir. Et en fait, c'est ce qu'on a fait, nous, avec notre projet de fresque. On va leur expliquer. D'accord.
On va commencer. Donc, ça part de la consultation ou de la visite. Donc, si j'ai bien compris, il faut refuser les services et les produits. Non mais là, t'es encore dans le « il faut ». C'est pas comme ça qu'on fait. Ce qu'il faut, c'est justement leur demander. Et leur demander de trouver, eux, la suite logique des choses. Quand vous consultez, quand vous opérez, de quoi vous avez besoin et qu'est-ce que vous utilisez? Consommables et des médicaments. Ouais, il y en a qui ont déjà révisé la fresque. Consommables, médicaments. On a besoin aussi de quoi d'autre? Ouais, du matériel. Ouais. La deuxième carte a été trouvée. Du matériel. D'accord. Donc, le matériel, si je comprends bien, il faut dire que, par exemple, la transition numérique, c'est pas forcément la transition, parce que pour l'instant, il n'y a pas de science qui dit que c'est la transition, c'est ça? On va plutôt leur demander quel genre de matériel ils utilisent et qu'est-ce qui est impactant dans le matériel. Il y a quelque chose, par exemple, que vous utilisez en chirurgie qui va directement émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Qu'est-ce que c'est à votre avis? La gazeuse. Ouais, la gazeuse, ils sont super forts. La gazeuse. Vas-y, si tu veux, tu peux expliquer plein de choses parce que là, on a plein de données et plein de choses hyper intéressantes à raconter. Mais t'as raison. Du coup, en médecine humaine, ils ont réussi à diminuer de 60% leurs émissions en changeant leur gaz anesthésique. Il se trouve que nous, on utilise beaucoup l'isoflurane. Et l'isoflurane, c'est 500 fois plus impactant au niveau CO2 que le CO2. Et donc, si on passe au sévoflurane, on va diminuer de 3 fois. C'est bien ça? Enfin, le problème, c'est que le sévoflurane, ok, c'est moins impactant que l'isoflurane, mais c'est quoi, à ton avis, le frein? Bah, c'est un peu cher, quoi. C'est 3 fois plus cher. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres méthodes plutôt que de passer au sévoflurane qui serait une des solutions, mais qui permettait de réduire notre impact avant d'aller convaincre son patron d'acheter du sévoflurane? Mais t'as raison. Je crois que ça s'appelle l'anesthésie multimodale. Il s'agit d'utiliser des molécules moins impactantes pour améliorer notre anesthésie. Par exemple, la lidocaïne a un très faible impact sur le climat. Donc en faisant des blocs nerveux, on permet une anesthésie de bonne qualité en utilisant moins d'anesthésiques et du coup moins de gaz à effet de serre. Et il se trouve que c'est la prochaine carte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu l'as trouvé. Émission de gaz à effet de serre. Et les gaz à effet de serre, c'est quoi un peu le problème qui est associé à ça? Pourquoi est-ce qu'on en parle des gaz à effet de serre? Ouais, je l'ai entendu. Le réchauffement ou plutôt le changement climatique. Ah, j'ai compris. Là encore. Donc, le problème du changement climatique, c'est que quand on sera à plus 4 degrés, il ne faudra pas faire des projets qui seront à 4 degrés. Il faudra. Demande-leur plutôt comment eux, ils voient ça, le changement climatique. Comment est-ce que vous allez, en tant que praticien, vous adapter à un monde à plus 4 degrés? Avec de la clim. C'est une solution qui peut être envisagée. Comment est-ce que vous allez faire dans un monde à plus 4 degrés pour vous adapter en tant que praticien et praticienne? Ventilateur. L'intelligence collective. On va travailler en chaud. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de voir à quel point on est sensible à la santé environnementale, qui est la prochaine carte. Donc, si j'ai bien compris, ce qu'on dit à 4 degrés, et c'est pour ça que c'est un peu flippant, c'est qu'on dit à 4 degrés, on sera hyper vulnérable, c'est ça? Ouais, mais surtout là, l'objectif du jeu, c'est quand même que ce soit eux qui racontent l'histoire. Ouais. Donc regardez avec tout ce que vous avez fait, je vais mettre un petit peu à votre place. Vous avez décidé de consulter, d'opérer, donc c'est un peu central dans votre métier. Vous utilisez du matériel. Dans ce matériel, il y a des gaz anesthésiques qui provoquent des émissions de gaz à effet de serre, qui participent au changement climatique. Et tout ça, c'est des gros enjeux de santé environnementale. Là, on a une branche de la fresque de la clinique vétérinaire. Et après, à partir de ça, il faut imaginer que vous êtes en groupe autour de cet enchaînement, qu'on va rajouter des cartes et que vous allez devoir les placer à l'intérieur de ça pour obtenir une fresque un petit peu globale de tout votre exercice, pour soulever un petit peu où sont les enjeux des impacts de votre pratique. Et on va réfléchir ensuite ensemble aux solutions. Donc l'idée de cette petite présentation, c'était de vous prouver que la RSE, c'est un sujet trop sérieux pour être traité sérieusement. On a besoin d'engager tous et tout le monde. On a plein de solutions. Il existe plein de solutions et vous avez plein de solutions. Pour ça,
on a besoin de se rassembler, d'utiliser l'intelligence collective et de faire en sorte qu'elle puisse être adaptée à votre pratique. Il ne s'agit pas de faire des grands « il faut », il ne s'agit pas de dire « c'est comme ça qu'il faut faire ». Non, rassemblons les équipes, aidons-la à trouver les solutions pour s'engager dedans. C'est-à-dire que la soutenabilité est intégrée à toutes les pratiques. Ce n'est pas juste la chirurgie, ce n'est pas juste l'accueil. Et à tout le monde. Parce que si ça vient d'en haut, ça ne passera pas, c'est trop complexe. Donc réussir à réunir les équipes pour parler de soutenabilité, c'est hyper engageant. Et donc c'est pour ça qu'on vous invite à venir découvrir les autres 35 cartes à notre stand. Donc merci à vous et surtout merci à toute l'équipe de bénévoles qui fait partie d'Ecoveto dans le cercle de travail de la fresque de la clinique vétérinaire. Donc on a des gens qui sont présents ici mais il y en a qui ne sont pas là non plus. Donc il y a William, il y a Samuel, il y a Sandrine, il y a Fabrice, il y a Manaïg et il y a Floriane également qui ont travaillé donc pendant 6 mois pour établir toutes ces cartes qui constituent la fresque de la clinique. Et donc tous ces gens-là ils font partie de l'association Ecoveto. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui a pour but de rester indépendante pour se questionner, récolter des données, informer et favoriser l'engagement de la profession dans une pratique plus éco-responsable et scientifique. Donc si jamais vous avez des questions plus tard, vous pouvez nous joindre à fresque@ecoveto.fr. Si jamais vous souhaitez vous engager au sein de l'association ou juste adhérer, vous pouvez nous rejoindre. Vous allez voir, c'est super sympa d'être à Ecoveto. Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amour, on se fait beaucoup de câlins. Et d'ailleurs, ce que je vous propose, c'est de prendre la main des personnes qui sont à côté de vous. Là, c'est toi qui en fais un peu trop. L'idée, c'est de vous poser la question à vous, comment vous faites pour transitionner? C'est quoi le vétérinaire ou la vétérinaire en transition? Donc peut-être on peut prendre un petit temps, on a 5 minutes, c'est ça, on a droit à 5 minutes de questions? Oui. Et les questions, ça peut être aussi dans l'autre sens. Comment est-ce que vous voyez la transition? Quelles sont vos solutions? Ou est-ce que vous avez des questions à partager? Alors, comme je ne suis pas sûr qu'on va finir d'un seul coup, je vais remercier aussi Camille qui ne s'est pas citée, parce que, quand même, comme animatrice, je pense qu'elle Après, je sais pas, j'ai pas eu le jeu de cartes, hein, je vais aller le chercher. Mais quand on essaye aussi de mettre en place des gestes, des pratiques, des fois, on ne sait pas finalement si on améliore ou si on détériore. Par exemple, nous, on trouvait qu'on avait une consommation d'essuie-tout qui était astronomique, et on a découpé des petites serviettes qu'on lave et qu'on sèche dans le sèche-linge, etc. Et le bilan, moi, je n'ai pas les capacités pour dire si c'est plus vertueux ou moins vertueux. Enfin, en fait, ça c'est juste